Que vous inspire le combat de la C64? Un combat inutile, centré sur l'extérieur. Un combat vraiment arriéré par rapport aux problèmes actuels de notre pays. Un combat de la honte. C'est la date du 22 juillet. Et j'ai suivi sur une chaîne concurrente à l'étranger, Africa News, ils ont révélé ce que le président burundais leur a dit. Qu'ils disent ça aux Congolais. Ou bien vous, comme journaliste, cherchez... Mais la date du 22 juillet est maintenue. Il y aura on continue avec des marches, avec des manifestations. Il y aura un 22... Kinshasa, afin que Tshisekedi revienne à la raison, qu'il recale cette loi, quand bien même elle a été votée dans le Il y aura un 22 juillet, il y aura un 23 juillet. Il y aura un 23 juillet, il y aura un 24 juillet, il y aura un 31 juillet. Parce qu'eux, ils vous ont déjà donné la Constitution. Contentez-vous de ça. Que cette Constitution soit bonne, qu'elle soit mauvaise, vous n'avez pas le droit d'y toucher. C'est comme ça que vous entendez déjà vous dire, ne touche pas à ma Constitution. Alors, finalement, qui est souverain? Ce sont eux. C'est le C64 qui est souverain. Vous voyez laquelle l'urgence ou la nécessité absolue serait laquelle du Rekishi? Est-ce le changement de constitution ou le dialogue tel que réclamé par une certaine frange de l'opposition? Le dialogue ne sera jamais une solution à ces pays. Pourquoi? Regardez l'intelligence de nos voisins du Rwanda. Chez eux, article 136 de la Constitution du Rwanda. Le président du Rwanda a le droit d'aller en guerre partout au monde, partout où il veut, et venir informer son parlement 8 jours après. Vous voyez? Vous voulez prendre le Rwanda pour modèle? Pour un pays qui est exposé comme le nôtre, est-ce qu'il faut une rigidité dans cette matière ou il faut une souplesse? Est-ce que s'il y aura des morts, s'il y aura des gens qui vont se casser, s'il y aura des choses... Ce sera l'actif de qui? Non, même pas l'actif de quelqu'un, ce sera inutile. Ces gens-là vont se casser pour rien. Gardez bien cette émission. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas avec le pouvoir du président Tshisekedi, n'importe quel président qui accédera à la tête de ce pays, il la changera. Devons-nous mettre le pays à fait ou à sang ou en comprendre les enjeux de tout genre entre les urgences, les priorités multiples et nécessités? Ces triptyques s'imposeraient à nous avec beaucoup d'acuité. Mais les Congolais ont choisi laquelle de ces trois options? Est-ce on en a pleinement conscience, surtout au moment où la plupart de nos compatriotes sont en train de payer les lourds tributs dans l'est de la République démocratique du Congo? On en parle au cours de ce numéro de Débat Plus avec un invité qui n'est plus à présenter, Dieudonné Kishi Kazadi, enseignant à l'université de Kinshasa, président national du parti politique Congo Positif et initiateur du Front Anti-Dialogue. Il est avec nous sur ce plateau. Président Dieudonné Kishi, soyez les bienvenus et comment allez-vous? Merci, je me porte bien. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à nos amis qui sont derrière les caméras. Une première fois sur ce plateau. Une toute première fois, un honneur. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Débat Plus revient dans une fraction de seconde. Qu'est-ce qui sauverait bien le pays? Qui a raison de la raison ou qui a la raison du cœur? Il s'observe depuis un certain moment une fièvre de dénomination, ce 64, ce 4, et j'en passe, et des meilleurs. Mais au fond, les agendas peuvent être diamétralement opposés, mais un seul et unique dénominateur commun, c'est le Congo.
Quel Congo voulons-nous voir en 2070? À l'horizon 2070, nous voulons voir réellement quel Congo. Ce sont toutes ces questions, oui, des questions comme celle-ci, on peut en égrener à l'infini avec notre invité. Je rappelle qu'il est président national du parti politique Congo Positif et enseignant à l'université de Kinshasa. D'abord, commençons par cette initiative que vous avez prise. En date du 29 juin, vous avez adressé une correspondance au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, James Swan. Quel était le sens de cette démarche? Bon, le sens de cette démarche, c'était pour lui dire que les traitements qui est en fait réservé à la République démocratique du Congo en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies n'est pas un traitement approprié. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, vous savez, en 1994, lorsque le génocide rwandais éclate, lorsque les populations rwandaises quittent leur pays à la suite du génocide des tristes mémoires, pour venir se réfugier chez nous en République démocratique du Congo, le Congo n'a rien fait en ce moment-là. Le Congo n'a pas attaqué le Rwanda. Le Congo est simplement en train d'accueillir des frères africains, des voisins, des gens avec qui nous avons été dans un espace, dans un même pays, je dirais, souvenez-vous du Congo belge, Rwanda, Burundi. Donc voilà, des gens qui sont dans une situation de misère, qui sont en difficulté, que nous accueillons. Okay. Et le fait de les avoir accueillis est devenu un problème pour la République démocratique du Congo. Est-ce la cause racine du problème? Oui, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, j'imagine que les FDLR ne seraient pas venus sur notre territoire, fuyant la guerre dans leur pays. Je n'imagine pas que la suite serait celle qui est là. Seulement, dans l'évolution des choses, les rebelles, les FDLR qui étaient venus comme réfugiés, fuyant la guerre chez eux, sont devenus un problème pour la République démocratique du Congo. Et le jeu a changé pratiquement. C'est devenu un problème pour la République démocratique du Congo. Pourtant, si ça pouvait être un problème, les FDLR, c'est un problème de la communauté internationale. Parce que le Congo n'a fait que ce que lui demande la Charte des Nations Unies, l'hospitalité, la solidarité, en cas de situations compliquées que connaissait une partie de la population du monde. Donc, à partir de quel moment c'est devenu le problème du Congo? Pour que, aux Nations Unies, son Excellence James Swan prenne la parole pour demander un dialogue inclusif. Vous voyez que le débat a été complètement dénaturé. Le débat a été complètement dénaturé depuis longtemps et il faut restituer les débats dans sa phase actuelle. Dans sa phase de départ. On ne doit pas oublier que les FDLR sont venus du Rwanda. On ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier que les FDLR sont des populations rwandaises. On ne doit pas oublier que le Congo n'a fait que exercer de l'hospitalité. Et que quand ce problème devient une épine dans le pied de la République démocratique du Congo, ce n'est pas le Congo, la République démocratique du Congo qu'il faut blâmer, qu'il faut responsabiliser. Parce que regardez, à cause de ces problèmes, le Congo aujourd'hui est à plus de 20 millions de morts. Le Congo a tous ces problèmes qu'il y a à l'est de notre pays. Donc les chiffres ne font que galoper. Les chiffres ne font que galoper. À cause de ça, aujourd'hui, le Rwanda a trouvé le moyen de s'agripper sur notre pays. Donc, il faut restituer les problèmes dans son véritable contexte pour y trouver une vraie solution.
Est-ce qu'en écrivant à la communauté internationale de considérer ou reconsidérer sa part de responsabilité, la vérité qui est la vôtre, est-ce que ce n'est pas une façon pour nous de fuir le nôtre? On se rappellera ici, à Kinshasa, lors de la visite du président français Emmanuel Macron, il nous a rappelé, il a lancé en plein visage que nous, Congolais, nous avons failli aussi à nos responsabilités et que nous devons, nous, prendre nos responsabilités. Quelle était notre responsabilité? Quelle était notre responsabilité? Vous avez vu que c'était un débat houleux avec le président de la République. Parce que c'est le même processus de dénaturer les débats, de sortir du véritable débat, de fuir les débats face à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le Congo a fait? Les FDLR sont venus, les Congolais les ont accueillis. Alors, à partir de quel moment c'est devenu un problème du Congo? Pour que le Congo puisse perdre 20 millions de ses citoyens. Pour que le Congo subisse ce qu'il subit, voici aujourd'hui 31 ans. Ou 32 ans même. Parce que c'est en 94. Donc, vous vous rendez compte que il est important de remettre les débats dans son contexte véritable. Parce que si on veut trouver des solutions à ces problèmes, nous devons comprendre que les FDLR sont des Rwandais. Les FDLR n'ont jamais été invités en République démocratique du Congo. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. N'est-ce pas? Ainsi de suite. Et donc, il faut absolument que ces problèmes soient remis dans son contexte. Je repose ma question. Est-ce en posant les débats comme vous essayez de le faire, est-ce n'est pas une façon pour nous, Congolais, de fuir nos propres responsabilités comme certains chefs d'État à travers le monde ont eu à nous le rappeler? Alors, nos responsabilités pendant 66 ans, parce que c'est l'une des thématiques alignées avec votre accord, bien entendu. Comment avons-nous géré ces pays pendant 66 ans? Quels sont nos échecs et nos réussites collectifs? Quel bilan faites-vous sur ces 66 ans d'indépendance de la RDC? Nos problèmes sont nos problèmes. On parle des défis de gouvernance qui demeurent, qui traversent les régimes et les époques. Nos problèmes sont nos problèmes. Et je ne connais pas un seul pays au monde où les problèmes de gouvernance globale conduisent à créer des rébellions. Non. Restituons les débats dans son contexte d'origine pour chercher des vraies solutions. C'est comme ça que nous pensons que tout celui qui appelle à un dialogue devrait demander un dialogue des FDLR avec son gouvernement. Donc les membres du FDLR doivent être aidés à trouver un compromis avec leur gouvernement. Leur gouvernement doit travailler pour régler ces problèmes qu'on nous a collés. Donc vous voulez dire que le Congo est victime de de son hospitalité? Bien sûr, le Congo n'est que victime. Et jamais de visée expansionniste de pays voisins ou de faiblesse constatée dans le fonctionnement de l'appareil de l'État. Les faiblesses sont nos faiblesses. C'est comme il y a des faiblesses au Rwanda. Vous n'allez pas me dire qu'au Rwanda, tout est rose. Ça, c'est la cuisine interne. Voilà. Nos faiblesses sont nos faiblesses. Mais nos faiblesses ne peuvent pas être l'occasion. Les gens ne peuvent pas se servir de nos faiblesses pour attaquer notre pays, pour assiéger notre pays, pour agresser notre pays. Ça ne se fait pas. Sinon, quel jour nous allons agresser un autre pays des Nations Unies parce qu'il y a des faiblesses chez eux? En Afrique ici, regardez partout. Où est-ce que l'Afrique est reluisante? Où est-ce que la situation est reluisante? Nulle part. On a des défis partout. L'Afrique est sous-développée comme il est là aujourd'hui. Vous prenez les petits pays comme le Rwanda, 28 000 km². C'est à se demander pourquoi il y a encore des quartiers qui ne sont pas asphaltés, par exemple. 28 000 km seulement. Vous prenez Brazzaville ici, c'est combien de kilomètres carrés? Pour que vous puissiez aujourd'hui marcher sur certaines routes qui ne sont même pas encore asphaltées. Donc vous comprenez que quand je dis ça, c'est pour étayer le fait qu'il y a des problèmes dans tous les pays, il y a des faiblesses dans tous les pays d'Afrique. Et à ce moment-là, la gouvernance en Afrique... Et à ce moment-là, la priorité serait laquelle? En tout cas, mettre fin à nos faiblesses ou demander à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Il faut faire la part des choses. Je pense que nous, Congolais, on a fait un faux pas en
Parce que quelqu'un me disait que le rêve du Rwanda, c'est notre faiblesse. Bien sûr que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Nous, on a commis une erreur, on a fait un faux pas en intégrant la question FDLR, en prenant la question des FDLR sur nos épaules. Simplement parce qu'ils sont sur notre territoire. Mais ils ne sont pas sur notre territoire du fait que nous les avons invités. Ils sont sur notre territoire du fait qu'ils étaient en train de fuir. Ils étaient en train de fuir la situation catastrophique qui venait de se créer dans leur pays, le Rwanda. Les génocides de triste mémoire. Parce que ces génocides-là, il faut aussi les dénoncer. Donc, aujourd'hui, le Congo est victime. Voici une victime qui est devenue un problème. On commence à penser que le Congo, c'est lui qui a créé des problèmes. On signe même les accords où on dit le Congo doit neutraliser les FDLR. Comment? À partir de quel moment? Et à partir de quel moment les FDLR deviennent un problème, un obstacle? Est-ce que c'est pas par la signature des accords de Washington? Parce que nous savons que la guerre dans l'Est est de nature expansionniste et économique. Bien sûr. Même si les FDLR n'existaient pas, on aurait, je suppose, connu le même problème. Bon, il est vrai que le Rwanda a mis en place un programme. Un programme axé essentiellement sur notre pays pour exploiter illégalement les ressources, pour dominer notre pays. Mais le problème aussi de ce point de vue, c'est que la réponse de la République démocratique du Congo, excusez-moi de le dire, n'a pas été intelligente et n'a jamais été intelligente parce que le problème que nous pose le Rwanda n'est qu'un problème d'intelligence. Et dans ça, où est le problème? Malheureusement, au problème d'intelligence, un programme qui a été mis en place voici 32 ans maintenant, nous ne sommes toujours pas capables de le déprogrammer. Le programme qui a été mis en place, nous n'avons pas développé l'intelligence nécessaire pour pouvoir les déprogrammer. Et donc, c'est comme ça que nous allons dans tous les sens. Alors on comprend bien que le FDLR, tout de suite, que le FDLR ne sont pas un problème. Peut-être les Rwandais s'en servent comme alibi. Bien sûr, mais le problème, au-delà de l'FDLR. Le Rwanda a trouvé l'intelligence. Le Rwanda a trouvé l'intelligence de nous coller un problème qui n'est pas notre problème. Donc notre réponse par rapport à la question, et là, vous savez, la question de FDLR, c'est une question essentielle pour le Rwanda. Ça fait partie de ses revendications fondamentales. C'est-à-dire, si le Rwanda vient chez nous, c'est parce qu'elle vient juguler. Et ils en ont gagné de cause. Hein? Voilà. D'après tout ce qu'on a connu à Washington. Je sais qu'aujourd'hui, notre réponse, excusez-moi, quand je dis n'a pas été intelligente, c'est nous tous, Congolais, c'est notre réponse collective. Donc, dont moi. Et donc, il nous faut une intelligence nécessaire pour déprogrammer ce qui a été mis en place par les Rwandais, qui se déroule très bien pour lui, malheureusement pour nous, et qui ne doit pas continuer. Qui ne doit pas continuer un programme qui a été mis en place. Voici 32 ans, qui ne fait que aller de l'avant. Non, à un moment donné, nous devons asseoir nos intelligences pour chercher à déprogrammer ce qui a été programmé. C'est une guerre d'intelligence. Ce n'est pas d'abord une guerre des armées. Ce n'est pas d'abord une guerre de diplomatie. Tout ça, pour moi, ce sont des erreurs que nous avons faites. C'est une guerre d'intelligence. Il faut réunir les intelligences pour voir qu'est-ce que le Rwanda a fait de tout point de vue sur le plan des populations. Qu'est-ce qui est dans son programme? Sur le plan des territoires, sur le plan des frontières, sur le plan des économies, sur le plan de l'histoire, sur le plan même de l'hydrographie, sur le plan de la faune, sur tous les plans-là, le Rwanda a réuni ses intelligences. Si bien que son programme est en train de se dérouler sur notre territoire. Et vous avez vu, jusqu'à aller dans les infiltrations. C'est tout un programme. Et un tel programme ne se résout pas comme on a vu depuis des années. Aujourd'hui, nous sommes dans les 34 ans, pardon, dans les 32 ans. Nos réponses ont toujours été de 3 types. Politique, militaire et diplomatique. C'est fini. Donc, or,
En dehors de ces 3 options, il y en a une 4e? Non, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas eu d'autre réponse. Il n'y a pas eu d'autre réponse. Et toutes ces réponses, vous allez voir qu'elles ne sont pas toujours coordonnées. Quel jour vous avez vu nos militaires s'asseoir avec nos politiques pour faire une réponse? Quel jour vous avez vu nos militaires s'asseoir avec nos diplomates pour faire une réponse? Donc chacun y va dans son sens. Ça donne un peu de résultats. On rentre dans l'euphorie et après, plus rien. Avec cette argumentation de Nekichi, comment vous situez aujourd'hui? Vous êtes de l'opposition, de la majorité, ou vous placez sur votre contribution, ou vous mettez votre intelligence à contribution, votre part des vérités? Vous voulez être cette intelligence ou cette matière grise qui évolue au milieu des ténèbres afin d'éluire vous m'avez présenté sous 2 casquettes. D'abord, comme enseignant à l'université, je suis doctorant en sciences politiques et administratives. Ces questions, nous les étudions. C'est pourquoi je parle des intelligences. Toutes ces questions ici ont fait l'objet des mémoires, des thèses dans les universités. Et notre pays a besoin qu'il y ait réconciliation entre les Moamba et les monts Ngaliema. Les Moamba qui symbolisent le savoir et les monts Ngaliema qui symbolisent le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, toutes les productions scientifiques, elles finissent au Moamba. Personne n'exploite ce que nous produisons. Donc nous voici avec une université dont personne n'a besoin. Donc l'université, c'est juste pour produire les chômeurs qui demain vont remplir nos... C'est ce qui est resté de la colonie Mais les productions, parce que en dehors du travail, en dehors des personnes qui vont chercher l'emploi demain, mais ces gens qui vont chercher l'emploi, ils viennent de produire un mémoire, ils viennent de produire une thèse, ils viennent de produire un mémoire de DA. Et tout ça, il y a de l'intelligence. Mais quelle est la structure dans notre pays qui coordonne les liens entre l'université, entre Moamba et Mongaliema? Il n'y a pas. C'est pour cela que vous voyez tout ce qui se passe ici. Allez pour nous qui sommes en sciences politiques, ça pilule les solutions. Mais personne n'en veut. Mais le problème aussi, c'est que vous, en tant qu'enseignant, je ne m'apprends pas à votre... Vous m'avez présenté, s'il vous plaît, vous m'avez présenté comme enseignant. Donc, c'est important que je parle de l'intelligence, que c'est important. Je ne peux que parler du savoir. Je ne peux parler que de ce que j'ai identifié comme faiblesse dans notre réponse face à la question que nous pose le Rwanda. Vous savez, nous, on a eu un professeur qui s'appelle Arsène Mwaka. Il était même député national. Il nous disait à l'université, quand on vous pose une question de mathématiques, il faut donner une réponse mathématique. Vous ne pouvez pas donner à une question mathématique une réponse d'histoire. C'est ce que vous faites sur ce plateau. Voilà. Donc, moi j'ai l'impression que le Rwanda nous pose un problème d'intelligence, mais nous venons avec des réponses de politique, avec des réponses de diplomatie. Avons encore de savants. Donc, vous m'avez aussi encore d'intellectuels. Ça, c'est pas loin de moi l'intention de prendre à partie la crème intellectuelle congolaise ou les enseignants je vous dis que vous êtes. Mais le problème, c'est que l'enseignant censé éclairer la société a vendu ses valeurs, a vendu son intelligence. Non, je ne vous laisse pas dire ça. Il a mis son intelligence au service de quoi? Du mal. Quel mal? Et qui Quel mal? C'est l'enseignant qui a été clochardisé. L'enseignant, on refuse de regarder ses productions. Je vous ai parlé ici. Il nous faut une réconciliation. Par conséquent, il est à vendre son intelligence. Il nous faut une réconciliation véritable et sincère entre Moamba et Mont Ngaliema. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas mon expression, c'est l'expression du professeur Lututala, un ancien recteur de l'université de Kinshasa. Donc, je suis ici pour vous dire que il y a des solutions qui ont été concoctées par des savants congolais qui ont étudié toutes ces questions ici. Je ne parle pas seulement de la question de l'Est. Je parle de tous les problèmes qui nous assaillent dans ces pays ici. Vous allez dans nos universités, vous allez trouver des solutions. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une tension.
il y a une séparation, il y a une division entre les savoirs et les pouvoirs. Or, un pouvoir ne peut pas fonctionner si le savoir n'est pas à côté. Dans un pays où on néglige les savoirs, on a des situations comme celles que nous avons ici. Alors, la question que moi je me pose, mais pourquoi on donne tout ce qu'on donne à l'université aujourd'hui? Pourquoi on finance les fonctionnements des universités? C'est seulement pour qu'on produise les gens qui vont chercher le travail demain. Non, l'université a aussi la mission de contribuer au savoir, de donner des solutions aux problèmes de la cité. Voilà pourquoi, ici, j'en profite pour appeler à la réconciliation entre le mont Amba et le mont Ngaliema. Le mont Ngaliema qui symbolise le pouvoir doit se réconcilier avec le mont Amba qui symbolise le savoir. Pour le faire, il faut une structure qui va maintenant s'occuper de récolter toutes les productions scientifiques qui sont faites par des savants congolais et les synthétiser et les proposer au pouvoir pour application. Allez, très bien. Des productions, il y en a dans toutes les universités. Alors, une question que nous nous posons ici, qu'est-ce qui est resté de la colline inspirée, autrefois adulée par le monde extérieur aujourd'hui? Qu'est-ce qui est resté de la colline inspirée? Alors, c'est une question, une matière à réflexion, une question qui doit relancer les débats pour qu'on prenne en compte nos faiblesses et répondre avec intelligence, comme le Rwanda le fait. Le Rwanda, il est temps d'étudier nos faiblesses et comprendre là où il faut nous attaquer. Oui, allez. Justement, excusez-moi de placer un mot. Quand on dit les Congolais aiment la bière, tout ça, c'est une étude. C'est pas péjoratif, hein? Non, c'est quelqu'un qui a étudié. Sociologique. C'est de la sociologie. Quelqu'un a étudié l'homme congolais, il s'est rendu compte que c'est ça. Ce n'est pas un compliment. Ce n'est pas un compliment, nous devons répondre à ça. Parce que le Congo n'est pas caractérisé, le Congolais n'est pas caractérisé que par la bière et autre chose. Non. Vous voyez, ce sont des choses qui circulent chez nous comme des banalités, mais qui traduisent le fait que quelqu'un nous a étudié et il s'est dit, ces gens qui aiment ça, qu'est-ce que je peux leur donner pour les garder dans ça et moi j'ai fait autre chose. Si vous voulez, ces genres de choses, on les a même dans la Constitution. Je n'anticipe pas l'autre thématique de votre débat d'ici. Même dans la Constitution, on nous a conduits vers la politique, alors que notre vocation première, elle est agricole. C'est comme ça que tous, aujourd'hui, des multitudes de partis politiques, des multitudes d'églises, mais personne ne cherche à... On ne se dispute même pas les espaces pour avoir 1 hectare et faire son champ. Or, c'est ça notre vocation première. Nous avons été un grenier de l'Afrique à un moment donné, si bien que 1 franc congolais valait 2 $ américains, quand nous étions en train de produire. Cette terre qui a fait ça, elle a disparu. Elle est toujours la nôtre. Donc, nous devons nous tourner vers notre véritable vocation. Au lieu qu'on nous piège comme on nous a piégés dans cette constitution, où vous trouvez un ministre provincial qui marche à pied. Mais, excellence, excellence. On nous a tourné vers ça. Excellence, excellence, excellence. Excellence sans argent, papa. Excellence à pied. Excellence en train de transpirer. Qu'est-ce qu'il y a? Donc des pouvoirs vides, une décentralisation qui ne veut rien dire du tout. Nous sommes là, au conseiller communal, excusez-moi, député provincial, des choses vides. Des choses à rectifier. Gouvernement provincial. Vous arrivez dans certaines provinces, vous venez comme ça, vous êtes à 10. Vous voyez le gouverneur. Monsieur le gouverneur, est-ce que nous venons d'arriver? Est-ce qu'il y a moyen de nous loger? Vous le mettez directement en difficulté. Parce qu'un gouverneur n'est pas à mesure de loger 10 personnes qui viennent de lui arriver brusquement. Dites-moi, c'est ça la décentralisation. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce qu'il y a dans votre constitution. Ça c'est votre coup de gueule. Oui, c'est important. Nous devons nous tourner maintenant vers les questions de développement.
C'est ce dont le Congo a besoin. Nous allons changer de thématique cette fois-ci pour parler des sujets qui polarisent les débats pour le cas du Congo depuis une certaine période. On assiste à une fièvre des dénominations, ce 4, ce 64, et j'en passe. Alors, une question que nous nous posons, qui a la raison de la raison et qui a la raison du cœur? Qu'est-ce qui sauverait les Congos? Est-ce le dialogue? Est-ce le changement de la constitution? Allez, des questions comme ceci, on peut en égrener à l'infini, mais dans votre dernier passage sur les antennes de Radio Okapi, vous avez dit que le seul dialogue qui doit se tenir, c'est celui qui respecte la souveraineté et l'intégrité de la RDC. Est-ce que pourriez-vous nous en dire davantage? Ah oui, je vous en dis davantage parce que dans ce pays, il s'est levé des gens qui ont confisqué la souveraineté du peuple congolais. Malheureusement. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils le font en violation de l'article 5 de la Constitution, qui interdit à quiconque de s'attribuer la souveraineté populaire. Personne n'a le droit de le faire. Mais aujourd'hui, vous voyez vous-même, ce que vous appelez polarisation, tout ça, c'est l'expression de la confiscation de la souveraineté du peuple congolais. Vous voyez les gens qui disent on ne peut même pas donner la parole au peuple congolais de se prononcer sur certaines questions de la République. C'est eux qui doivent répondre. C'est eux qui doivent dire. Donc, eux ne sont pas d'accord pour ceci, c'est que le peuple n'est pas d'accord. Mais le peuple ne peut pas dire que je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord. Vous voyez dans quoi nous sommes aujourd'hui, c'est ça. Donc, il y a des propriétaires de ce pays ici. Oui. Donc, le pays appartient à ceux que vous voyez là, ceux que vous citez là. Donc, c'est leur bien. Donc, depuis qu'ils étaient allés à Sun City, et depuis qu'ils ont donné cette constitution ici, personne ne peut plus rien dire. Comment ça? Ah oui, vous ne pouvez plus rien dire. Donc, même les générations à venir n'auront rien à dire. Parce qu'eux, ils vous ont déjà donné la constitution. Contentez-vous de ça. Que cette constitution soit bonne, qu'elle soit mauvaise, vous n'avez pas le droit d'y toucher. C'est comme ça que vous entendez déjà vous dire, ne touche pas à ma constitution. Alors, finalement, qui est souverain? Ce sont eux. C'est le C64 qui est souverain. Alors, le peuple doit cesser de se leurrer, de penser qu'il est souverain ici. Parce qu'il y a le C64 qui dit on ne touchera pas à cette constitution. Quand bien même on veut poser la question au peuple. Parce que l'avantage d'un référendum, c'est quoi? C'est que le peuple, s'il est contre, il dira non. N'est-ce pas? Mais on ne veut même pas que le peuple le dise. S'il est pour ou contre. Si le peuple rejette une constitution, elle ne va pas passer. Vous êtes politologue, ce que vous dites, là vous balancez un argument politique ou scientifique? Mais c'est scientifique parce que je me réfère à l'article 5. Qui est souverain? Le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple qui est souverain. Alors, si le peuple est souverain, comment les générations passées peuvent lier les mains des générations à venir? Qui, dans ce pays, aura la possibilité ou le droit de toucher à la Constitution? Appeler le peuple au référendum populaire alors que les pas entiers du territoire congolais échappent au contrôle du gouvernement central. C'est là que le C64 intervient, d'autres voix pour demander le dialogue afin de résolver les problèmes. Écoutez, mais dans un pays comme le nôtre, un pays à problème, nous devons toujours réconcilier le point de vue, le vue des uns des autres. Est-ce que tous les domaines de la vie nationale sont bloqués parce que à l'est de notre pays, les pans entiers de notre territoire sont occupés? De la même manière qu'on dit, on ne peut pas faire un référendum, n'est-ce pas? Parce que le pays est occupé. C'est de la même façon qu'on dirait aussi qu'on ne peut pas faire un budget. C'est de la même façon qu'on peut dire on ne va pas faire l'université, on ne va pas aller à l'école. C'est de la même façon qu'on va dire on ne va pas aller au marché parce qu'il y a une partie de notre territoire qui est occupée. Qui peut raisonner de cette façon et qu'on l'applaudisse? Qu'on dise qu'il est intelligent? Parce que dans un pays, les domaines, ce n'est pas que les domaines du référendum. Ce n'est pas que les domaines politiques. Il y a aussi les autres domaines de la vie nationale qu'il faut indexer dans ces cas-là.
Mais pourquoi on va aller à l'école, on va laisser l'école fonctionner alors que les parties de notre territoire sont occupées? Dites-moi. Donc, ce sont des raisonnements. Nous, quand on entend ça, on se dit, mais ces gens viennent d'où? D'où sortent-ils? Oui, parce qu'un pays, ce n'est pas seulement de la politique. Un pays, ce n'est pas seulement ces débats-là. Nous avons d'autres débats dans d'autres domaines. Alors, si nous devons tout lier, il faut lier aussi l'économie, il faut lier aussi l'histoire, il faut lier aussi la géographie, les autres problèmes que nous avons dans les pays, il faut les lier aussi au référendum. Mais à ce moment, alors, la priorité serait laquelle? L'urgence ou la nécessité absolue serait laquelle du Rikishi? Est-ce le changement de constitution ou le dialogue tel que réclamé par une certaine frange de l'opposition? Le dialogue ne sera jamais une solution à ces pays. Pourquoi? Parce que nous avons fait plusieurs fois des dialogues qui ont montré que ce n'est jamais une solution. Nous en avons fait toutes formes confondues. Nous sommes à 47 dialogues détenus dans ce pays, avec des mensonges sur la population. Des mensonges. Nous avons dit, nous du Fonds Anti-Dialogue, vous voulez tenir un dialogue. Publiez vos revendications. Que les peuples sachent à l'avance que tel parti, telle composante, n'est-ce pas, qui réclame les dialogues, voici ses revendications. Et ces revendications sont conformes aux aspirations du peuple qui a publié. Ils font toujours les dialogues de contournement de la souveraineté du peuple. Je vous ai dit ici que le peuple dans ce pays n'est pas souverain. Les souverains, ce sont vos gens que vous voyez là qui disent pas ceci, pas cela. Même là où il y a les institutions établies par le peuple. Vous avez les institutions qui sont établies par le peuple congolais. D'abord, la constitution est établie par le peuple au référendum. Les dirigeants sont établis par le peuple aux élections. Mais cette constitution est clouée au pilori aujourd'hui par ceux qui sont au pouvoir. En faisant quoi? Qu'est-ce que le pouvoir a fait pour clouer les... On attend tous les atomes qu'on jette sur cette constitution. Non, mais la constitution pose problème. La constitution pose problème. Quel article, par exemple, pose problème? Lisez mon ouvrage, les 117 péchés de la constitution de la République, du 18 février 2006 en République démocratique du Congo. Et les moyens de leur absolution. Lisez cet ouvrage-là. Vous avez tout. Mais le plus grand problème qu'il y a dans cette constitution, c'est l'État qu'on y a mis. Est-ce que vous savez qu'une constitution, c'est juste une enveloppe qui contient l'État? Mais quel est l'État qui est dans cette constitution? L'État ici que nous sommes en train tous de donner, d'incriminer. Mais c'est quel type qu'il y a dans cette constitution? Quelle est la forme de l'État qui est dans cette constitution? Quels sont les pouvoirs qui sont organisés par... La forme hybride, c'est ce qui avait convenu les participants à Sun City en 2002 à l'époque. Alors, donc ce qu'eux ont convenu à Sun City... Et le peuple l'a approuvé. Le peuple l'a approuvé, on ne peut plus y revenir. C'est une parole de Dieu, c'est une parole d'évangile. C'est fini, c'est fini. Et nous, et les générations à venir, on ne peut plus rien adapter. C'est pas ça, mais c'est ça. La question, c'est de savoir pourquoi vous voulez changer cette loi fondamentale. Non, maintenant. Moi, je vous réponds très clairement, et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont dit ça. S'il doit y avoir changement de constitution, en réalité, c'est le changement d'État. Il faut recentrer l'État sur les véritables problèmes de ce pays. Il n'y a pas d'État dans cette constitution. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas de pouvoir dans cette constitution. Parce que, or, vous savez, les pouvoirs sont d'attribution. Si la constitution est dépourvue de véritables pouvoirs pour faire un État... Est-ce que pourriez-vous nous le démontrer, par exemple? Pourriez-vous nous le démontrer? Je vous donne un exemple. Le président de la République est la personne qui est votée pour régler tous les problèmes de la République. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Voici celui de qui on attend des solutions. Mais on lui dit, pour résoudre les problèmes de la guerre, alors que le pays est en guerre, il doit d'abord aller à l'Assemblée nationale, non, au Parlement, demander l'autorisation. On doit lui donner une autorisation pour déclarer la guerre. Mais celui qui a dit dans la Constitution, et ça c'est un piège, n'a pas imaginé une situation
où le président de la République n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. Cas de Ilunga Ilunkamba que nous avons vécu. Cas du FCC cash. Mais il doit convaincre la représentation nationale de l'opportunité. Non, écoutez, si c'est un jeu, là c'est un jeu politique. Ça veut dire que si le président n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et que les jeux politiques s'y mêlent, il ne déclarera jamais la guerre. Mais regardez l'intelligence de nos voisins du Rwanda. Chez eux, article 136 de la Constitution du Rwanda. Article là-bas, 136, vous pouvez lire. 136. Oui, la Constitution de 2003 du Rwanda qui a été révisée en 2015. Article 136. Le président du Rwanda a le droit d'aller en guerre partout au monde, partout où il veut, et venir informer son Parlement 8 jours après. Vous voyez? Vous voulez prendre le Rwanda pour modèle? Mais c'est un modèle pour un pays qui est exposé comme le nôtre. Est-ce qu'il faut une rigidité dans cette matière ou il faut une souplesse? Est-ce que ce n'est pas compréhensible, Kishi, parce que une décision aussi lourde ne peut pas revenir à un seul individu. La décision de décréter la guerre. La guerre, on ne peut pas revenir à un seul individu. Quoique cette chef de l'État. La décision de la guerre partout au monde, elle revient toujours au président de la République. Nous l'avons vu avec les Rwandais. Et si c'est une décision périlleuse et que nous donne toute la marge de manœuvre, il conduit les pays au précipice. La première chose, c'est que partout au monde, c'est le président de la République qui déclare la guerre. Mais en concertation? Même pas. Ailleurs, vous avez le modèle rwandais, par exemple, où le président ne concerte personne, il vient donner l'information. Il faut prendre conscience des dangers qui sont les vôtres. Nous sommes un pays exposé. Nous venons d'avoir 20 millions de personnes qu'on a tuées. Est-ce que notre attitude devait être celle d'aller chercher, d'empêcher le président de déclarer la guerre, ou bien d'avoir une attitude où on peut se défendre immédiatement que le problème se pose? C'est ça des choix. Moi, je pense que un pays comme celui-ci, l'un des problèmes que nous avons connus, c'est que nous chantons la paix au lieu de chanter la guerre. Mais dans un pays comme le nôtre, quand on a un chef de l'État, par exemple, qui ne sait pas les nombres réels d'effectifs au sein de l'armée, quand le chef de l'État, parfois, est aux abonnés absents, il ne sait pas si telle situation a eu lieu, le commandement militaire est stratégique. Et quand vous lui laissez toute la décision... Écoutez, les présidents... Ça ne risque pas d'aller... Un président dans un pays travaille avec d'autres personnes. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous, comme journaliste, vous avez posé la question au président de la République sur les nombres de nos militaires et vous n'avez pas répondu? Attention avec ce que nous disons. Attention, nous sommes sur la télévision. Là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la constitution de notre pays est un grand handicap. Et je ne suis pas le seul à le dire. Je sais de quoi je parle. Tous les doctrinaires... ce sont des informations confidentielles, mais je vous rappellerai l'affaire Goma avec les mercenaires. Tout ce que moi j'ai lu en matière de constitution, que ce soit des Congolais ou d'autres, tout le monde a affirmé en temps non suspect que cette constitution était un problème. La preuve, le PPRD. De Joseph Kabila. Le PPRD du président Joseph Kabila a modifié cette constitution en 2011 sans consulter la population, sans consulter le peuple. On a modifié significativement. On était dans la révision, mais ici vous êtes dans le changement. Non, ça c'est des choses distinctes. Partir de 2 tours à l'élection présidentielle à 1 tour, mais il ne s'agit pas d'une révision. C'était parce que la volonté du peuple a été sensiblement modifiée. Mais pourtant la Constitution ne dit pas ça. Il y a les articles 71, 110, 126, 149, 197, 198, 218 et 226 qui ont été révisés en 2011, et ça ne fait pas appel au référendum. Non,
les référendums devraient être convoqués parce que... Ce n'est pas ce que dit la Constitution. Non, ce n'est pas... C'est en fonction de matière. Quand vous touchez à l'essentiel de la volonté populaire, vous devez poser la question au souverain primaire. Ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, allez lire les préambules de cette révision, ce changement qui a été fait en 2011. Le PPRD dit clairement que cette constitution est handicapante. Elle doit s'adapter aux réalités du pays. Nous sommes déjà en 2011 lorsque le PPRD le dit. Donc, lorsque cela est repris en cœur aujourd'hui par d'autres pour dire effectivement il y a des problèmes dans cette constitution, nous devons la changer. Aujourd'hui, hier on justifiait la révision, mais aujourd'hui vous justifiez les changements. C'est pas la même chose. Ce sont les mots. Là on change les débats. Effectivement, ça traduit même de la dynamique de l'évolution de la situation. Aujourd'hui, pourquoi on doit changer? En dehors du fait que cette constitution pose les problèmes d'État, comme je l'ai dit, n'est-ce pas? Mais nous avons de nouvelles réalités. Le génocide congolais n'est pas dans la constitution du 18 février 2006. Nous devons arriver à intégrer le génocide congolais dans la constitution pour que, partant de ces problèmes, pour que ces problèmes ne nous reviennent plus jamais, pour qu'on ne nous tue plus jamais à 20 millions, plus de 20 millions, comme c'est le cas, nous devons recentrer le pouvoir des institutions. Donner un peu plus de pouvoir aux institutions pour défendre la nation. Ça, c'est une réalité. La réalité de l'exploitation illégale de nos ressources. Vous savez, tout ce que nous avons, ce sont ces ressources ici. Quand elles sont exploitées de manière illégale comme ça. La faute à la Constitution aussi. Mais nous devons intégrer... la Constitution, c'est ça la question que les gens posent, que je ne trouve pas une question intelligente. Vous savez, parce que les gens ne savent pas que dans une Constitution, il y a l'État. Donc, quand la Constitution qui donne le pouvoir à l'État pose problème, a des choses qui ne marchent pas, est fragile, vous ne pouvez pas avoir des résultats probants. Parce que la Constitution qui donne le pouvoir à l'État pose déjà problème. Donc, dire que ça aussi c'est la Constitution. Mais qu'est-ce qui n'est pas constitutionnel? Quel pouvoir dans un pays? Toutes les lois que nous avons, toutes les lois dans tous les domaines, ça vient d'où? C'est la prolongation de la Constitution. Donc, tout ce qui n'est pas le cas avec la loi fixant l'organisation du référendum. Bien sûr, bien sûr. Elle déroge à la règle. Pourquoi? Quelle règle? C'est le cas. Quelle règle elle a dérogé? Quelle règle? Parce que dans la Constitution, à l'article 5, il est prévu que le peuple s'exprime par deux possibilités. La possibilité des élections et la possibilité du référendum. Est-ce qu'on a fait une loi référendaire, oui ou non? Oui. Alors? Mais il doit découler de cette même constitution. C'est une loi organique. Je vous dis... Mais autant que la loi en 2005, électorale. On a eu... Oui, elle doit... Aujourd'hui, les pays ici étaient privés de la loi référendaire. Depuis la fin du référendum de 2005, les peuples, on lui avait ravi la parole dans ce pays. Parce qu'il n'y avait pas une loi référendaire. C'est pour cela d'ailleurs qu'en 2011, les PPRD n'avaient pas consulté la population parce qu'il n'y avait pas une loi référendaire. Mais curieux que cela puisse paraître. Alors, cette loi référendaire, elle ne vient pas organiser les conditions du référendum, mais elle vient juste donner plein pouvoir à l'institution présidente de la République, de bout en bout. Ok, oui. Elle donne plein pouvoir au président de la République, alors que nous savons qui peut prendre l'initiative du référendum. Non. Il n'y a pas que le chef de l'État. Mais pourquoi vous faites... dans cette loi référendaire, il y a... Ça, c'est le discours des gens qui n'aiment pas. Non, vous êtes là pour répondre à nos questions. C'est le discours... Vous pouvez éclairer la lanterne de cette question, elle vient de ceux qui ont fait de ces pays leur propriété, de ceux qui ont arraché la souveraineté du peuple congolais. Une loi, c'est une loi. Si on a mis dans une loi une disposition, ce n'est pas un problème. Toutes les lois ont des dispositions, vrai ou faux? Vrai. Alors, à partir de quel moment
une disposition qui vient organiser les référendums peut poser problème. Mais les matières pour lesquelles le référendum doit être organisé sont d'ores et déjà connues de tous. Mais oui, c'est normal. Dans la loi référendaire, on va au-delà. On a extrapolé. Donc, en s'écartant même de celle que la Constitution dit. Citez-moi une seule Constitution au monde où la loi référendaire vous dit on peut consulter la population pour ça, sauf pour ça. Une seule que vous connaissez. Mais elle doit découler cette Constitution. Dès lors que la Constitution dit elle découle. Voici le 3 cas de figure où le référendum peut être organisé, on doit respecter. La loi référendaire ne peut pas déroger à cette règle. Non, c'est vraiment un venin qu'on a injecté dans l'opinion, pour rien. À partir du moment où c'est un mode d'expression de la population. Parce que quand on fait la loi référendaire, ça ne va pas se limiter au président de la République. Le président de la République va poser la question à la population. Et rien n'est au-dessus de la population. La Constitution ne crée pas la population, ne crée pas le peuple. C'est le peuple qui crée la Constitution. Et donc, sur base de ces principes-là, le peuple questionné, il peut répondre. Et les risques avec cette loi, c'est lesquels? Moi, je ne Est-ce que je peux vous en citer? Citez-moi. Citez-moi les risques que vous voyez. On donne plein pouvoir au président de la République. Et de ce fait, le président a toutes les prérogatives d'initier un référendum. Alors, on risque de s'inscrire dans un cycle interminable où chaque président qui arrive essaiera d'adapter la Constitution à sa taille et à ses besoins. Ayons un minimum de respect pour la population congolaise en tant que peuple souverain de la République démocratique du Congo. Pour penser que un seul monsieur, un seul individu, quoi qu'au pouvoir, va s'imposer même lorsque la population voit que ça, on ne peut pas voter. Tout ça, ça vient de ceux qui pensent que eux sont souverains que la population. C'est ça, ça vient de ça. Laissez la population jouer son rôle. Laissez le peuple jouer son rôle. Si le peuple voit que cette constitution ici nous recule, il dira non. Le référendum avant de recouvrer la paix ou après avoir recouvré la paix? Manger avant de recouvrer la paix ou ne pas manger avant de recouvrer la paix? Voilà la question. Parce que tout ça, ce sont des domaines de la vie, de la vie nationale. Ce sont des domaines de la vie nationale. Donc, pour faire un référendum, on doit avoir l'ensemble du territoire. Mais pour avoir une loi sur l'agriculture, on doit avoir une partie du territoire. C'est quel raisonnement ça? Pour faire la loi budgétaire, on doit avoir l'ensemble du territoire. Mais pour faire la loi référendaire, on doit avoir l'ensemble. C'est quel raisonnement qu'on donne? Donc, les matières autres. Vous savez ce que représentent les luttes de pouvoir chez nous? Oui, ce sont les luttes. Ce sont les luttes. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous savez de quoi je parle. Je suis désolé, ces luttes-là sont des luttes complètement à côté. Tous ceux qui nous suivent à l'étranger, ailleurs, sur ces débats, se moquent beaucoup de gens. Parce que ça n'a pas de sens. On fait des débats qui n'ont pas de sens. Parce que aucun peuple au monde ne peut lier les mains des générations à venir. Aucun. Lisez tous les doctrinaires qui ont écrit sur la souveraineté d'un peuple. Le peuple n'est pas lié à une constitution. C'est de là que, vous voyez, c'est à cause de ça que vous voyez dans la loi référendaire, on a donné au président de la République le pouvoir de convoquer des référendums. Parce que le peuple n'est pas lié à une constitution. Le peuple peut voter une constitution aujourd'hui. Demain, il dit, je n'en veux plus. Et sans aucune explication à personne. Sans aucune explication à personne. Mais ici, comme on a deux types de souveraineté, deux types de souverains. Le C64, c'est un souverain, et le peuple est souverain, entre guillemets. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte. Sinon, si le C64 n'était pas souverain, il aurait dit, bon, nous allons mobiliser pour le non.
allons au référendum, mais nous mobilisons pour les non. Et on rejette la Constitution. Vous dites qu'au monde entier, on se moque de nous. On se moque de C64 à cause de ces choses-là. Parce que, écoutez, est-ce que c'est concevable que nous ici, nous puissions lier les mains des générations à venir jusqu'en 2050, 2100, 2200, partant de ce qui est écrit dans cette Constitution? Et même si c'est écrit, ce n'est pas lié à un peuple. Le peuple peut s'en passer. Qui va élaborer? Le président de la République. Qui va élaborer cette nouvelle loi fondamentale? Oui, je vous réponds. Il faut une assemblée constituante. Bien sûr. Ce sera qui? L'assemblée constituante. Qui? Dans les cas d'espèce. Dans les cas d'espèce, on a deux possibilités. La première, c'est prendre les élus qui sont là, parce qu'ils sont élus, leur confier la mission d'assemblée constituante. Ils sont contestés par un grand nombre de Congolais. Je veux bien. Ils ne font pas confiance. Je veux bien. Sinon, la piste est soutenable et c'est scientifique. Oui. Sinon, on passe au vote. Pour voter les constituants originaires. Avec la CENI de Kadima? Pardon? Avec la CENI de Kadima qui ne rassure pas? Non, écoutez, la CENI n'appartient pas à M. Kadima. C'est lui là. C'est lui qui est à son président. C'est pour cela qu'on parle de lui. Bon, à l'extérieur, on parle du Congo des faits Tshisekedi. Voilà pour... Oui. Parce que c'est lui qui engage... D'accord avec vous. Tout ce qui est intelligent qu'on peut faire, c'est de dire, bon voilà, la CENI qui est là, nous n'en voulons pas. Qu'on pousse. C'est ça que nous reprochons, nous, du Front Anti-Dialogue. Nous reprochons à vos amis là-bas. Nous leur reprochons quoi? Le fait de ne pas se fonder sur les véritables problèmes du pays. N'est-ce pas? Il y a élection en 2028. Personne n'en parle. Ils sont là en train de circuler au lieu de parler des élections de 2028. Ils viennent d'être reçus par le président en exercice de l'Union africaine, à Bujumbura. Ils ont même fait un point de presse pour restituer leurs échanges. On leur a demandé de publier le mémo qu'ils ont donné au président du Burundi, le président de l'Union africaine. Ils ne l'ont pas fait. Comme toujours, comme ce sont eux les souverains, ils sont allés parler du Congo, des Congolais, et les Congolais ne peuvent même pas savoir qu'est-ce qu'ils ont dit. Des gens bien, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont dire, voilà, nous allons là-bas avec les revendications pour vous. Voici notre texte. Peuple congolais, lisez. Dites-leur de publier, qu'on voie ce texte-là. Que vous inspire le combat de la C64? Un combat inutile, centré sur l'extérieur. Un combat vraiment arriéré par rapport aux problèmes actuels de notre pays. Un combat de la honte. Ce n'est pas ce combat-là qu'il faut mener aujourd'hui. C'est un combat de déstabilisation de notre pays. Ils maintiennent la date du 28 juillet. Et j'ai suivi sur une chaîne concurrente à l'étranger, Africa News, ils ont révélé ce que le président burundais leur a dit. Qu'ils disent ça aux Congolais. Ou bien vous, comme journaliste, cherchez à poser la question au président burundais. Il vous dira ce qu'il a dit à nos compatriotes là. Et s'ils étaient vraiment des véritables Congolais, je ne pense pas qu'ils allaient continuer. Mais la date du 22 juillet est maintenue. Il y aura on continue avec des marches, avec des manifestations. Il y aura un 22 Kinshasa afin que Tshisekedi revienne à la raison, qu'il recale cette loi quand bien même elle a été votée dans le Parlement. Il y aura un 22 juillet, il y aura un 23 juillet. Il y aura un 23 juillet, il y aura un 24 juillet, il y aura un 31 juillet, il y aura un 1er août. Mais je m'avais quand même vous lire l'exposé des motifs de la Constitution du 18 février. Non, c'est la seule Constitution au monde qui a deux exposés de motifs. Non, moi j'en connais un seul. Non. Il y a un préambule, il y a un exposé de motifs. Oui. Les deux ont valeur d'exposé de motifs. La seule Constitution au monde. Si vous ne saviez pas, je vous le révèle. Il y a un préambule. Donc il y a l'exposé de 2006 et il y a...
Je doute fort que les deux aient la même valeur, mais quand même, je m'avais voulu poser la question aux juristes. Je m'avais voulu l'exposer des motifs. La seule avec deux exposés des motifs. Parce que, écoutez, nous sommes en train de rigoler ici, mais l'exposé des motifs, c'est la base d'une... Mais j'ai voulu quand même cet exposé des motifs. Non, lesquels? Parce que... vous lisez les préambules ou l'exposé des motifs? De 2006 ou de 2011? De 2011. Oui. Voilà. De 2011, c'est les préambules du PPRD. Moi, je lis ça quand même. Je lis ça. Non, je lis celui de 2006. Ok. Allez. D'origine. Oui. On dit depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Allez, je saute. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré les pays, 1996 à 2003. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité de nos pays, toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique, société civile et tout le monde ont parvenu à cet accord. Comment voulez-vous aujourd'hui changer la Constitution sans dialogue? Vous voulez imposer les débats, alors que nous savons toute constitution au monde doit être le fruit d'un dialogue, d'un consensus, comme c'est le cas de cette constitution dont je viens de vous lire l'exposé des motifs. C'est ça même le gros mensonge. D'abord, la légitimité de ces gens qui étaient allés pour tout ça là, qui les avait envoyés là-bas. Donc dans ces pays, les gens peuvent prendre les armes, tuer les Congolais et imposer une constitution aux Congolais, ça va. C'est ça, hein? C'est ça. On prend les armes, on tue les Congolais, ça veut dire on force les choses et on finit par dialoguer. Et finalement, avec l'histoire, avec le temps, on se rend compte que même ceux qui avaient dialogué sont les mêmes personnes. Les mêmes personnes? Ben oui. Les RCD, les PPRD, tout ça, c'était les mêmes gens. Non, les PPRD à l'époque, on n'avait pas encore... oui, mais ceux qui ont constitué les PPRD après, les RCD, KML, c'était... Mais il y avait la société civile, on n'en parlait pas. Oh, papa. Dans ces pays, vous pouvez parler de la société civile? Vous pouvez vraiment... Aujourd'hui, s'il y a une question qui divise l'opinion telle que nous sommes là. Moi, je suis là, société civile. Vous? Média. Il y a des médias de l'eau. Vous êtes un média. Il ne faut pas qu'on parle des médias ici. Je suis chez vous. Vous risquez de couper les débats. Donc, alors, il faut aller à la 4e République, mais par un dialogue. Comme c'était le cas en 2002 à Sun City. Nous pouvons être même ouverts que... Et c'est même la pause. C'est pourquoi je vous ai dit que tous ces débats sont les débats de la honte. Parce que nos amis qui contestent l'histoire du changement de constitution, s'ils étaient un peu plus ouverts, un peu plus éclairés, ils allaient dire, monsieur, vous voulez changer la constitution, vous n'allez pas le faire seul, nous le faisons ensemble. Avec Kabila, Nanga et tout le monde. Okay. Bon, c'est vous qui citez ceux que vous citez. Moi, vous avez déjà dit tout le monde. Non, vous avez compris. Bon, ceux qui Kabila et Nanga inclus. D'accord, il n'y a pas de problème si ils peuvent venir, s'ils sont dans des conditions de venir. Mais encore faut-il qu'ils viennent dire des choses qui soient dans l'intérêt du Congo. Parce que M. Nanga, tel que vous voyez, il est venu avec les Rwandais pour tuer les Congolais, c'est clair. C'est celui-là que vous voulez qu'il vienne nous faire une constitution? Je ne sais pas. Franck Diongo dit que le 23 est dans la révolution constitutionnelle. Je ne sais pas si c'est l'idée que ça existe. L'idée que révolution constitutionnelle existe. L'idée que moi je voulais ici donner, c'est que les gens clairvoyants allaient dire, vous voulez changer de constitution, nous les faisons ensemble. Pas de dire vous ne les faites pas. Parce que les dire comme ça, c'est une façon de s'attribuer la souveraineté du peuple. C'est une façon de créer une polarisation inutile de l'espace. Inutile. C'est même une façon de faire tuer les gens inutilement. Vous voyez que... Bon, je ne veux pas que ça donne... Allez-y. Non, je ne veux pas dire... En fait, s'il y aura des morts, s'il y aura des gens qui vont se casser, s'il y aura des choses... Ce sera l'actif de qui? Non, même pas l'actif de quelqu'un, ce sera inutile. Ces gens-là vont se casser pour rien. Parce que
cette constitution, gardez bien cette émission. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas avec le pouvoir du président Tshisekedi, n'importe quel président qui accédera à la tête de ce pays, il la changera. Allez, merci beaucoup, président du Kishi. Oui, c'est ça le débat avec le Mokatu du Congo, qui, pour sauver la RDC, avec tout ça, le président Tshisekedi conserve un peu plus de prisme sur, quant à un scénario imprévisible. Et, en tout cas, que son souhait soit de changer la constitution, de partir après ses deux mandats, de jouer la carte du glissement du calendrier électoral, ou de céder aux pressions de ceux pour qui la République démocratique du Congo doit se conformer impérativement à la loi des rangs de l'alternance au sommet. Une chose est sûre, le président congolais, Félix Tshisekedi, ne sera pas un acteur passif de son destin, quitte à placer le débat sur le terrain du rapport de force. Votre dernier mot. Je vous remercie. J'espère que la voix de la raison fera que ceux qui n'aiment pas le Congo puissent quand même, ne fût-ce qu'une seule fois, aimer ce pays qui leur a tout donné et laisser l'avenir des enfants de ce pays se dessiner comme il se doit. On n'a pas deux pays, on a un seul pays. Nous devons les dénominateur commun est le même. Je disais tantôt que ce soit C4, C64 et tout le monde. On a un seul dénominateur commun, le Congo. Bien sûr. Rien que le Congo de Lumumba et de Kimbangu. Oui, c'est Congo que nous voulons grand et prospère au cœur de l'Afrique. Oui, que ce géant se révèle enfin et impose son destin de grandeur. C'est important qu'on y arrive en mettant à contribution les intelligences. Oui, on est recevait pour vous Dieudonné Kishi Kazadi. Il est président national du Parti politique Congo Positif et initiateur du Front Anti-Dialogue. On aura à le recevoir à d'autres occasions si son agenda le permet. Avec la même dose de plaisir, je vous retrouve très très prochainement. Et dès lundi, retrouvez Lusette Asabata, la dame au béret rouge. On aurait pu être avec elle, mais elle a connu un empêchement. Allez, avec la même dose de plaisir, on prend rendez-vous pour être un autre numéro. Abonnez-vous sur Congo Politique Plus et activez la cloche de notification. L'émission sera rediffusée et diffusée sur nos plateformes digitales et sur des chaînes partenaires. Allez, à bientôt.